Cet épisode du podcast du GCR vous est présenté par Diac, partenaire financier du réseau Renault. Diac propose, via les concessionnaires, des produits de financement et de services adaptés à tous les clients du réseau. Bonjour, aujourd'hui place à un grand groupe du réseau Renault, 30 à 35% des ventes en France, plus de 200 garages et plus de 10 milliards de chiffre d'affaires en Europe. Premier réseau en propre, toutes marques confondues donc en Europe, vous l'avez compris. Nous allons parler de RRG aujourd'hui. Nous recevons pour cela Philippe Buros, qui a été longtemps un dirigeant de la Diac et de RCI, un ancien directeur commercial France il y a peu de temps, puis chairman de la région Europe et aujourd'hui en charge du commerce. Et avec lui, nous recevons Gilles Messier qui lui a dirigé RRG longtemps, l'a porté haut et fort et depuis déjà plus de 8 ans est à la tête d'un groupe privé cette fois-ci et leader, je parle bien sûr du groupe Bernard. Alors Gilles, on va commencer ensemble 25 ou 26 ans dans les succursales, puis RFA, REA et RRG. Peux-tu nous passer en revue les grandes étapes de ces transformations? Et avec Philippe, question tout de suite aussi, comment finalement s'est passée cette transformation d'une multitude de succursales à une véritable entreprise qu'est RRG aujourd'hui? Bien, bonjour à tout le monde. Je suis ravi de participer à ce podcast. Effectivement, j'ai eu l'occasion d'œuvrer pendant très très longtemps à la direction d'abord des succursales, puisque la première grande étape de la transformation, ça a été 1997, à peine 100 ans après la première succursale Renault, 1898, ça date quand même. Et puis 97, sous l'impulsion de Marie-Christine Cobé, création de RFA, Renault France Automobile. C'est simplement la filialisation des succursales et la première grande étape, je dirais, de ces 20 dernières années. Alors, ça a été un premier choc, je dirais, pour les collaborateurs, tout d'abord parce que il y avait eu un changement de convention collective. La filialisation a imposé justement de donner un peu plus de liberté à la filiale et de retrouver un peu de marge de manœuvre. Et là, changement de convention collective, on passe de la métallurgie à la CCNSA et on rejoint le monde des concessionnaires automobiles avec tout ce que cela implique. Une année supplémentaire extrêmement importante, c'est l'année 2001, puisque 4 ans après, le modèle qui avait été mis en place en France a été étendu aux filiales européennes, aux succursales de Renault en Europe. Et là a été créée une entité qui s'appelle Renault Europe Automobile. Enfin, si je fais le raccourci, la troisième grande étape là-dedans, c'est entre 2006-2008, c'est la création de RRG. L'idée de départ, c'était tout simplement de pouvoir se positionner comme un concessionnaire. D'abord, il fallait avoir une forme d'autonomie, puisque lorsqu'on est succursale du constructeur, les schémas de décision sont absolument pas les mêmes. Donc, le filialiser RRG, c'est un peu comme RCI, ça devenait une filiale qui devait prendre ses décisions, présenter ses plans, présenter son développement, ses objectifs, obtenir des moyens de son actionnaire, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Mais il y a une forme de prise d'autonomie qui a donné des circuits courts de décision. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Si tu veux, il y a eu plusieurs étapes. Je vais me placer Diac, c'est peut-être plus simple. Avant la période que Gilles vient de décrire, tout le monde a toujours pensé dans le réseau que c'était beaucoup plus facile de travailler avec les succursales qu'avec le réseau privé. Bon, je peux te dire que c'était absolument pas le cas. C'était un petit peu comme, si j'imagine, comme chez Tintin, de 7 à 77% de pénétration. C'est-à-dire qu'on avait de temps en temps de bonnes relations avec le directeur de succursale du coin, ça se passait très très bien. Et on avait des fois des relations moins bonnes pour des raisons X ou Y. Souvent des refus d'ailleurs sur des financements de véhicules d'occasion, pour ceux qui se rappellent la grande époque. Et là, ça se passait mal et on avait des pénétrations vraiment ridicules. Donc on avait, à l'époque, les succursales, c'était pas une entreprise, c'était un paquet de SARL à droite et à gauche qui avaient toute leur stratégie. Avec l'épisode que vient de décrire Gilles et le projet de Marie-Christine Cobé, la Diac s'est retrouvée en face avec maintenant plus qu'une seule entreprise, avec une vraie stratégie et, une vraie négociation entre la captive et RFA ou REA, comme l'a dit Gilles. Et là, après, il y a eu une négociation en haut qui après se déployait dans toutes les succursales et c'est devenu un peu ce qu'est un groupe privé à aujourd'hui. Quels étaient les objectifs donnés par Carlos Ghosn et le comité exécutif du groupe, le CEG, à l'époque? Et question supplémentaire, est-ce que la crise de 2008-2009 n'a pas en partie perturbé ces plans?
Carlos Ghosn avait fixé 3 missions principales à RRG. Alors, elles n'ont pas d'ordre respectif, mais elles étaient assez impactantes et elles permettaient à l'entreprise de mobiliser, et à nous les managers, de mobiliser à l'époque les 12 ou 13 000 collaborateurs en Europe autour de 3 objectifs stratégiques. Et le premier, c'était la satisfaction client. Il était inconcevable que la propre filiale de distribution du constructeur ait un niveau de satisfaction client inférieur à celui des réseaux privés. Le deuxième objectif qui avait été fixé à l'époque, c'était d'assurer la présence commerciale dans toutes les villes et tous les pays où nous étions. Je traduis ça par votre niveau de performance commerciale attendu par les différentes directions commerciales doit là aussi être au moins équivalent, voire supérieur à celui des concessionnaires privés. Et puis le troisième objectif, il était autour de la rentabilité, c'est-à-dire qu'il était demandé à RRG de distribuer de façon profitable dans les 40 grandes villes en Europe, ce qu'on appelle les zones urbaines stratégiques, qui avaient été définies comme des zones à l'époque avec des pressions immobilières fortes, avec un mix client qui était complètement inversé avec celui des réseaux privés, puisque RRG opérait à peu près 60% de son business sur les flottes et 40% sur les particuliers, ce qui est exactement l'opposé de ce qu'il y avait avec les réseaux privés. Donc, c'était sa mission, c'était être exemplaire, faire la performance, et puis au niveau de la profitabilité, l'objectif c'était en gros, vous devez pouvoir vous financer, vous devez pouvoir faire vos cessions, vos acquisitions, vous devez ne pas demander d'argent à Renault. Pour donner un ordre d'idée, entre 2006 et 2008, on avait quand même cédé en Europe, sans faire trop de bruit, une soixantaine de sites. On avait réduit les effectifs et les frais fixes d'à peu près 17%, et on avait généré un cash de cession-acquisition de l'ordre de plus de 100 millions d'euros. Donc ça permettait à RRG de pouvoir continuer de se développer. 2008 est arrivé, les objectifs stratégiques du groupe, eh bien, quand vous avez une filiale qui mobilise un peu plus d'1 milliard d'euros dans son périmètre, eh bien, les objectifs ont un peu évolué et ça a été, je pense, le début des choses un peu plus compliquées pour RRG. Je partage assez l'analyse de Gilles. Je pense que le groupe avait monté un très très bel outil en 2008. Pour Diac, c'était crucial parce que pour faire simple, les filiales, c'est à peu près un tiers du chiffre d'affaires de Diac. À l'époque, c'était en plus un tiers qui était beaucoup plus fidèle. Aujourd'hui, la fidélité de tout le monde a bien évolué, mais on pouvait plus compter sur les filiales RRG à l'époque. Et il y avait vraiment un boulot qui avait été fait par Marie-Christine et par Gilles, qui était aussi en haut. On se mettait d'accord en haut et c'était vraiment diffusé en bas. Et il y avait plus trop de discussions par rapport à ce qu'on a connu avant. Donc tout ça, c'était bien déployé. Et puis on s'est pris, j'allais dire comme tout le monde, la crise financière fin 2008, courant 2009. Et c'est plus facile à dire peut-être 10 ans après, qui a un petit peu changé cette orientation stratégique parce que du coup, un groupe industriel s'est aperçu qu'une filiale de distribution, ça pesait lourd dans son bilan. Comme le dit Gilles, encore aujourd'hui, ça pèse 1,2 milliard, 1,3 milliard dans le bilan de Renault, avec de grosses incidences dans tout ce qu'on appelle les atterrissages de free cash flow. C'est une activité c'est compliqué de gérer ça dans un groupe industriel. À vous entendre, on imagine, pardonnez-moi l'expression, d'une forme de schizophrénie au sein même de Renault avec RRG, ce que l'on peut comprendre, mais en même temps, vous avez mis en place une sacrée machine de guerre de déploiement. Oui, c'était un paradoxe énorme à gérer, puisque RRG avait à la fois un constructeur, comme tous les concessionnaires, qui est Renault, mais avait aussi un actionnaire qui était le même, sauf que c'était pas les mêmes interlocuteurs. Et donc, la double appartenance, elle est de fait, mais pas avec les mêmes attentes. Donc, les directions commerciales avaient un certain nombre d'attentes logiques, comme ils ont avec tous les concessionnaires. Et puis, l'actionnaire, lui, effectivement, il devait aussi regarder comment optimiser ou comment minimiser les capitaux engagés et la rentabilité de cette filiale. RRG a acquis peut-être avant les grands groupes une capacité de déploiement qui était quand même assez extraordinaire. Maintenant, c'est le cas dans les grands groupes. Les grands groupes déploient comme RRG. Mais à l'époque, RRG, c'était la seule boutique capable de déployer une politique en une journée. Et il n'y avait pas de discussion. Et pour tuer, j'allais dire peut-être une ou deux vieilles arrière-pensées, entre un constructeur et RRG, il n'y a jamais eu d'accord particulier. Tout le monde pensait que le constructeur donnait des affaires à RRG avec de l'argent, etc. Enfin bon, d'abord, je vous incite à regarder les bilans et les résultats depuis quelques années d'RRG. Si on avait donné de l'argent, je pense qu'on l'aurait mis dans un trou. Donc, c'est pas du tout le cas. RRG a toujours été traité comme un gros groupe X ou Y. Pour Renault RRG qui représente un tiers de l'activité en France tout de même, et vous venez de le souligner avec une capacité militaire de déploiement, c'était aussi une forme de laboratoire, ne serait-ce que par les
compétence des hommes et des femmes, une compétence reconnue des hommes et des femmes de RRG. On s'est toujours servi d'RRG aussi comme un laboratoire, mais remettons-nous un petit peu en arrière. Il y a une quinzaine d'années, un gros groupe en France, c'était un groupe qui avait une dizaine d'affaires. RRG, on avait 60, 70 succursales à l'époque. C'est un vrai avantage à un moment donné d'aller discuter avec quelqu'un. La discussion est dure, elle dure 2 heures, 4 heures, une journée, j'en sais rien. Mais après, bloom le lendemain, une note de déploiement et ça s'applique dans un tiers du réseau. Pour un constructeur, c'est énorme. RRG, on en a toujours beaucoup investi dans la formation des collaborateurs. On a beaucoup mis en place de viviers. Il y a eu pendant très longtemps des échanges de collaborateurs entre la DCF en France et RRG et je pense que c'était extrêmement riche au bénéfice des deux organisations. Ça s'est avéré plus compliqué dans le temps parce que je vous expliquais tout à l'heure les changements de statut, de conventions collectives. Ça a rendu un peu plus difficile les allers-retours des collaborateurs dans les deux structures, mais c'est certain qu'il y a une compétence technique métier assez forte. Et Philippe le dit, aujourd'hui, dans les groupes, c'est vrai, tout ça se met en place aussi, mais je pense que RRG avait beaucoup d'avance en la matière. Pardonnez-moi si je me trompe, mais je crois qu'à une époque, les succursales n'étaient pas représentées au GCR, mais ce n'est plus le cas depuis longtemps. Alors, comment pouvez-vous définir ces relations à trois, la DCF, le réseau privé et le GCR, et puis RRG ? Moi, je pense qu'il y a toujours eu des relations équilibrées par le fait que, au moins les périodes que je connais, il y a toujours eu des discussions, des fois plus viriles, entre Renault SAS et Renault RRG. Et ça, je pense que, Bernard Cambier pourrait en témoigner, et moi je peux en témoigner. On a toujours essayé d'être équilibré entre le réseau RRG et le constructeur. Et on a essayé de faire exactement pareil au niveau du GCR. Alors c'est vrai qu'au niveau du GCR, alors maintenant c'est peut-être le nouveau patron de RRG qui parle, quand on est RRG, c'est pas facile non plus. Parce que autant RRG, on peut s'engueuler des fois assez fort avec le constructeur, le faire dans un GCR à côté des autres concessionnaires, c'est quand même un exercice de style. C'est viril mais constructif. Là aussi, comme Philippe le disait tout à l'heure, quand un concessionnaire représente 35% du volume, il a le droit aussi de s'exprimer et d'aller un peu discuter avec son constructeur. Ça me paraît logique et sain. Et on employait le terme aussi dans les discussions, est-ce que la DCF ou les directions commerciales étaient plus cool ou plus avec RRG. Alors je confirme tout à fait les propos de Philippe. Plus dur, je sais pas, mais plus cool, ça je sais que non. Il y a beaucoup de commissions aussi dans le GCR et il y a des collaborateurs des RRG qui sont dans les commissions. Et là, je dirais qu'on est plus dans la technique, dans l'opérationnel. Et je pense que l'apport dans les commissions des collaborateurs du réseau privé, des collaborateurs des RRG, elle est importante. RRG a aussi une puissance de simulation. Quand la DCF propose une nouvelle politique commerciale ou des aménagements sur tel ou tel critère sur la pièce, RRG s'est simulé assez rapidement quels vont être les impacts dans un compte d'exploitation parce que des MS uniques, parce que un tiers du volume, etc. Je pense que c'était très enrichissant et normal que RRG rejoigne le GCR. Comment, pour conclure, pouvez-vous définir ce qu'est RRG ou ce que doit être RRG au sein du réseau de distribution Renault ? RRG est un grand groupe de distribution avec d'excellents professionnels dont la mission de maîtriser les grandes villes en Europe, ce qui a toujours été son objectif, ça devient de plus en plus difficile compte tenu des coûts et de l'évolution des réglementations. On voit bien que les grandes villes se vident, l'automobile est chassée en dehors des villes, donc RRG est un peu victime aussi de par l'essence même de sa mission, de ce qui se passe en politique et dans l'environnement. Donc forcément, je pense que le RRG demain ne sera pas le RRG d'hier. Mais ça reste un grand groupe. Gilles a tout dit, les surfaces que Renault Retail Group aura dans Paris demain seront beaucoup plus petites, d'abord parce que ça coûte très très cher, ensuite parce qu'il n'y a pas une grande ville qui adore le business automobile en centre-ville, elles aiment toute l'automobile mais si possible pas en centre-ville, donc on va aller sur des formats beaucoup plus petits, on va pousser à l'extérieur, c'est ce qu'on fait sur Paris avec Flin et d'autres opérations en cours, tout ce qui est carrosserie lourde, véhicules d'occasion et on fera du business un peu plus light dans le sens de Paris avec beaucoup plus de services. Et c'est quand même RRG en première ligne qui a ce plus gros effort à faire parce que c'est RRG qui est dans la plupart des grandes villes. Merci beaucoup Gilles Messier et Philippe Burros pour la franchise de vos propos et puis surtout sur ce saut dans le temps que vous nous avez permis d'une transformation majeure du réseau en propre du constructeur Renault. Cet épisode du podcast du GCR vous a été présenté par Diac, partenaire financier du réseau Renault. Diac propose via les concessionnaires des produits de financement et de services adaptés à tous les clients du réseau.